bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines anciennes de la civilisation chinoise ? Les territoires situés au cœur de l'Asie orientale occupent une place particulière dans l'histoire humaine, marquée par l'émergence d'une civilisation parmi les plus anciennes au monde. L'histoire de la Chine commence bien avant les dynasties reconnues par les historiens traditionnels, avec des récits qui oscillent entre légendes et découvertes archéologiques. Ces origines fournissent un cadre essentiel pour comprendre la complexité culturelle et sociale qui a façonné la Chine ancienne. La géographie de cette région, notamment la présence de fleuves tels que le Yangtze et le fleuve Jaune, a joué un rôle fondamental dans le développement des premières sociétés. Ces cours d'eau ont permis l'agriculture et la sédentarisation, éléments cruciaux dans la formation des groupes humains durables. Les premières communautés agricoles qui se sont établies sur ces terres datent d'une période approximativement située entre 8000 et 5000 ans avant notre ère. Ces sociétés primitives, bien que peu documentées, montrent une capacité notable à transformer leur environnement et à organiser leur vie collective. Par des fouilles récentes, on a découvert des vestiges de villages concentrés, avec des habitations en terre battue et des outils en pierre travaillée, signe d'une évolution technique et d'une structuration sociale progressive. Cette phase précoce est souvent associée aux cultures néolithiques telles que celle de Yangshao, reconnue pour ses poteries décorées et ses pratiques agricoles basées sur la culture du millet. Progressivement, des formes plus élaborées de sociétés se sont développées, avec l'apparition de structures politiques rudimentaires. Ces formations sont généralement datées du 3e millénaire avant notre ère. Ce processus a constitué le premier pas vers la centralisation du pouvoir et la mise en place de hiérarchies sociales. La distinction entre divers groupes humains devient plus nette, avec l'émergence de chefs ou de notables exerçant une autorité sur des territoires définis. Ces évolutions sont corroborées par les découvertes archéologiques mettant en lumière des sépultures riches en objets et en symboles, indiquant une différenciation sociale marquée. Parallèlement, les récits traditionnels chinois évoquent des dynasties légendaires telles que celle des Xia, considérée comme la première dynastie au sens historique, bien que ses fondements restent largement fondés sur la mythologie. Selon ces textes anciens, cette dynastie aurait établi les premières bases d'un ordre politique et d'une administration organisée. Si l'existence historique de la dynastie Xia fait toujours l'objet de débats, il est indéniable que cette période reflète une mémoire collective qui situe les débuts de la Chine impériale dans un passé très ancien. Ce récit permet d'établir un continuum entre les premières sociétés néolithiques et les institutions plus structurées de l'âge du bronze. L'avènement de la dynastie Shang, qui succède aux Xia vers 1600 avant notre ère, marque un tournant souvent considéré comme la véritable naissance de l'État chinois. Cette époque se caractérise par une centralisation plus poussée du pouvoir, une organisation étatique plus complexe et le développement d'une écriture naissante. Les inscriptions sur os et carapaces, utilisées à des fins divinatoires, témoignent d'une forme d'échange entre les autorités politiques et les croyances religieuses, soulignant l'importance du sacré dans la légitimation du pouvoir. La société Shang se structure autour d'une hiérarchie claire avec un roi, des nobles, des artisans et des paysans, chaque groupe ayant un rôle défini au sein de l'économie et du système militaire. L'organisation spatiale des établissements urbains de cette période se révèle également sophistiquée. Les fouilles des sites comme Anyang révèlent des palais imposants, des temples et des quartiers d'habitation bien distincts. La maîtrise du bronze pour la fabrication d'armes, d'ustensiles rituels et d'objets quotidiens illustre une habileté technique avancée. Le commerce, notamment au travers de réseaux reliant différentes régions, contribue à la prospérité économique et à l'échange culturel. Ces éléments montrent une société dynamique, dont les innovations ont eu une influence durable sur la civilisation chinoise ultérieure. La culture spirituelle de cette époque est marquée par un ensemble de croyances centrées sur la famille, les ancêtres et la nature. Le culte des ancêtres est un élément central qui se manifeste par des rites destinés à honorer les morts et à assurer la protection de la communauté. Ces pratiques trouvent leurs racines
dans une vision du monde où les forces invisibles jouent un rôle majeur dans le destin des hommes et des États. La pérennité de ces croyances a contribué à l'unité culturelle de la Chine en créant un lien entre les générations à travers la mémoire et la tradition. Les débuts de la Chine ancienne ne se limitent pas aux seuls faits politiques et culturels. Ils incluent également un ensemble de réalisations dans les domaines de l'agriculture, de la métallurgie, de la céramique et de la navigation. L'utilisation du bronze, par exemple, ne se cantonne pas à la fabrication d'armes, mais s'étend aux objets rituels et aux équipements pour l'habillement ou les transports. Cette polyvalence témoigne d'une capacité d'adaptation et d'innovation qui a favorisé la croissance économique et sociale. Les références à ces progrès techniques sont nombreuses dans les textes historiques ultérieurs, soulignant leur importance dans la construction d'une identité propre à cette civilisation. L'Antiquité chinoise est aussi caractérisée par une organisation territoriale complexe, cette région n'étant pas un espace homogène, mais un ensemble de communautés et de cultures interconnectées. Ces différentes populations ont évolué en interaction, contribuant à la diversité des coutumes, des langues et des rites. Cette pluralité est un trait fondamental qui a nourri la richesse culturelle de la Chine, tout en posant les bases des tensions et des dynamiques politiques futures. La capacité à intégrer ces diversités dans un système étatique unique reste une des caractéristiques majeures de la civilisation chinoise classique. La transmission de ces connaissances s'est effectuée à travers des textes qui ont survécu au siècle, permettant à la mémoire historique de perdurer. Parmi eux, des ouvrages comme le Xujing ou le Shiji offrent une version organisée des événements anciens, mêlant faits vérifiables et interprétations symboliques. Cette conservation écrite atteste d'une volonté de comprendre et de légitimer le pouvoir en s'appuyant sur le passé. Elle contribue également à la cohésion sociale, en fournissant un récit commun aux différentes couches de la population. La période qui succède à ces premières dynasties marque un approfondissement de ces traits, avec l'apparition de philosophies et de doctrines qui cherchent à résoudre les questions fondamentales de l'ordre et de la morale. Mais avant d'aborder ces transformations intellectuelles, il convient d'apprécier l'héritage laissé par ces premiers siècles de formation. Il représente un socle indispensable sur lequel s'est fondée la grandeur ultérieure de cette civilisation, exemplaire par sa longévité et son influence. La compréhension de ces phases primitives est donc essentielle pour saisir la continuité qui relie les origines légendaires aux réalités historiques. Ce panorama des premiers développements sur le territoire chinois révèle une histoire riche, complexe et profondément ancrée dans la relation entre l'homme et son environnement. Loin d'être un simple récit mythologique, cette évolution témoigne de processus sociaux et culturels qui ont façonné une civilisation durable. Malgré les débats autour des sources, l'importance accordée à cette période dans la conscience collective chinoise illustre son rôle fondamental dans la construction de l'identité nationale. C'est à partir de ces bases que se déploieront les dynasties suivantes, portées par les innovations et les adaptations constantes face aux défis du temps. Ainsi, cette introduction historique ouvre la voie à l'exploration des dynasties royales, des grandes inventions et des philosophies qui ont accompagné le développement de la Chine ancienne. Elle invite à considérer cette civilisation non seulement comme un fait historique, mais aussi comme un phénomène vivant, en perpétuel dialogue avec son passé et son avenir. Les prochains récits viendront étoffer cette trame, dévoilant peu à peu la richesse d'un monde aux multiples facettes. L'âge des grandes dynasties impériales. L'histoire de la Chine ancienne se déploie à travers l'ascension de plusieurs dynasties qui ont posé les fondations durables de son empire. Parmi elles, les Zhou occupent une place essentielle. Ils sont apparus après la chute des Shang, vers la fin du XIIe siècle avant notre ère, et leur règne s'étend sur plusieurs siècles. C'est sous leur autorité que s'est élaboré un système politique original, articulé autour du concept de mandat céleste, selon lequel l'empereur gouverne avec la légitimité conférée par le ciel. Cette idée a servi non seulement à justifier leur pouvoir, mais aussi à légitimer les successeurs. Le régime des Zhou est caractérisé par une organisation féodale, où le roi délègue de vastes territoires à des seigneurs locaux, créant ainsi un réseau complexe de relations personnelles et d'obligations mutuelles. Cette configuration a permis une certaine stabilité, mais elle a aussi engendré des tensions internes, notamment au cours de la période des printemps et automnes. Durant cette époque, les guerres incessantes entre différents États ont fragilisé l'unité du royaume. Toutefois,
Cette période troublée fut paradoxalement fertile en innovations administratives et philosophiques. C'est notamment à ce moment que les penseurs comme Confucius ont apporté leurs réflexions sur la morale, l'éthique et la manière dont un souverain doit gouverner pour apporter l'ordre et l'harmonie. Leur influence perdura au-delà des vicissitudes politiques, contribuant à façonner durablement la culture chinoise. Parallèlement, l'économie se transformait profondément. L'agriculture, moteur principal de la société, bénéficiait de nouvelles techniques telles que l'irrigation et la rotation des cultures, entraînant une augmentation notable des récoltes. Au-delà de la sphère rurale, la production artisanale expérimentait aussi une croissance considérable. Des objets en bronze, durant la période Zhou, témoignent d'une maîtrise technique raffinée, reflet d'une société structurée et en évolution. Cette période a vu l'émergence des premières formes d'écriture classique sur des supports variés, favorisant la diffusion des connaissances et la structuration administrative. Mais c'est à la dynastie Qin, laquelle succéda au Zhou à la fin du IIIe siècle avant notre ère, que l'on doit la véritable unification politique de la Chine. Avant son émergence, le territoire était morcelé en plusieurs royaumes indépendants, souvent en conflit. Le premier empereur Qin, Qin Shi Huang, entreprit un travail colossal d'unification et de standardisation. Il instaura une administration centralisée rigoureuse et uniformisa les poids et mesures, le système d'écriture ainsi que les lois. Ces mesures visaient à réduire les disparités territoriales et faciliter la gouvernance à grande échelle. La construction du réseau routier fut également lancée sous son règne, favorisant les échanges intérieurs et la mobilité des armées. Son ambition fut telle qu'il ordonna la construction d'une muraille visant à protéger ses frontières nord contre les incursions des peuples nomades. Cette muraille, bien que modeste comparée à la grande muraille ultérieure, marque le début des efforts pour sécuriser l'Empire. Par ailleurs, le système de légalisme rigoureux déployé par le régime Qin imposait une discipline sévère, ce qui suscita révolte et mécontentement. Malgré cela, la dynastie Qin laissa un héritage impérissable. Le modèle administratif centralisé et le rôle accru de la bureaucratie furent repris et adaptés par les dynasties suivantes. Les innovations en matière de gestion du territoire posèrent les bases pour un contrôle étatique renforcé. L'unification du territoire, longtemps morcelé, permit une meilleure circulation des biens, des idées et contribua à la formation d'une identité culturelle commune. Son célèbre tombeau, paré de son armée de terre cuite, témoigne de la puissance et de la sophistication technique atteinte à cette époque. Cependant, à la mort de Qin Shi Huang, les soulèvements populaires et les luttes internes conduisirent rapidement à la chute de la dynastie. Elle fut remplacée par la dynastie Han, qui sut prolonger et enrichir cet héritage. Au cours des siècles suivants, la Chine développa ses capacités administratives et militaires tout en s'ouvrant, par la route de la soie, à l'échange avec d'autres civilisations lointaines. Cette période fut aussi marquée par une forte expansion territoriale et une croissance économique importante, soutenue par l'utilisation accrue du papier, invention dont la diffusion joua un rôle crucial dans la gestion de l'État. Dans cette continuité, le système impérial chinois se trouva consolidé, façonnant une société organisée autour de principes administratifs précis et d'une culture profondément enracinée. Les transformations économiques, politiques et culturelles des dynasties Zhou et Qin illustrent bien la complexité et la richesse de cette époque fondatrice. Elles posèrent les fondements d'un empire qui allait traverser les siècles avec une cohérence remarquable. Le récit se poursuit ensuite avec les dynasties suivantes, qui continueront d'enrichir et d'adapter ce cadre impérial dans un contexte toujours renouvelé. La dynastie Han est l'âge d'or culturel. La dynastie Han, qui s'étend de l'an 22 avant notre ère à 220, incarne une période clé de l'histoire chinoise, définissant en profondeur son identité culturelle et politique. Son avènement succède à celui de la dynastie Qin, marqué par une unification territoriale souvent rigoureuse. Sous les Han, la Chine découvre une stabilité durable, favorisant l'épanouissement des arts, des sciences et des structures administratives. Cette époque est une étape fondamentale dans la formation de l'État et de la civilisation chinoise classique telle que nous la connaissons. L'organisation politique sous les Han confirme la centralisation du pouvoir impérial, tout en ouvrant des possibilités d'intégration plus larges entre les différentes composantes du territoire.
La création de structures administratives efficaces permet une meilleure gestion des provinces, en s'appuyant sur un recrutement civil issu de l'examen lettré, précurseur du système méritocratique. Cette évolution crée un lien profond entre le pouvoir central et l'élite intellectuelle, consolidant ainsi la légitimité de l'empereur. Parallèlement, les Han encouragent la diffusion du confucianisme comme doctrine officielle, qui se pose en vecteur de moralité politique et sociale. Cette implantation durable influence durablement les rapports entre gouvernants et gouvernés, ainsi que la place de l'éducation dans la société. Elle préside à la formation d'un modèle institutionnel où éthique et gestion collective participent de l'harmonie sociale. Sur le plan économique, cette période voit un renouveau important des échanges commerciaux et des activités agricoles. L'agriculture connaît un progrès notable par de nouvelles techniques, comme l'utilisation améliorée de l'irrigation et des outils métalliques, augmentant la productivité. Ces avancées favorisent une population en croissance régulière, ce qui stimule à son tour le commerce intérieur et extérieur. En effet, le développement des voies terrestres et fluviales facilite la circulation des marchandises, notamment à travers la célèbre route de la soie. Ce réseau d'échanges relie la Chine à des contrées lointaines de l'Asie, de l'Inde et même du bassin méditerranéen, marquant son entrée durable dans un circuit économique mondial. Les produits précieux, mais aussi les idées et les savoirs, circulent et enrichissent la culture hanienne. L'art et la culture sous les Han reflètent cette effervescence. La sculpture, la peinture et la métallurgie atteignent une qualité remarquable, souvent empreinte de sobriété et d'équilibre. La littérature se développe notamment par la compilation des textes anciens et la rédaction d'ouvrages destinés à codifier les savoirs scientifiques, historiques et philosophiques. Sur le plan scientifique, cette époque est également riche en innovations. La cartographie progresse avec une précision accrue, permettant une meilleure connaissance du territoire impérial. Des inventions marquantes telles que le papier, dont les premières formes apparaissent, révolutionneront durablement la transmission des connaissances. Par ailleurs, les progrès en médecine, en astronomie et en mathématiques témoignent d'une approche rigoureuse et méthodique, associée souvent au cadre philosophique de l'époque. La religion et les croyances populaires ne cessent d'évoluer, avec une intégration croissante de divers cultes locaux et pratiques spirituelles, tout en conservant une place centrale pour les rites confucéens et ancestraux. Cette coexistence favorise un tissu social structuré autour de valeurs communes et de traditions renouvelées, résultat d'un subtil syncrétisme. Le rôle de l'empereur Han est primordial dans cette dynamique. Considéré comme le fils du ciel, il incarne une autorité qui doit garantir la paix et la prospérité. Les dynasties précédentes ont posé les bases, mais les Han informent une longévité institutionnelle et une exemplarité politique qui inspireront les générations futures. Leur règne peut ainsi être perçu comme un âge d'or, oscillant entre innovation et tradition. Cette période est aussi marquée par des figures historiques comme Liu Bang, fondateur de la dynastie, ou encore l'empereur Wu, sous lequel la Chine s'ouvre activement vers l'extérieur. Ce dernier instaure des réformes renforçant le pouvoir central, encourageant l'expansion territoriale et favorisant la diplomatie envers des peuples voisins. Il joue un rôle clé dans la mise en place des bases de la grandeur hanienne. L'expansion militaire, tout en contribuant à la stabilité intérieure, permet également de sécuriser les routes commerciales et de repousser les menaces frontalières. La consolidation des frontières se conjugue à l'intégration de peuples divers au sein de l'Empire, ce qui a un impact durable sur la composition ethnique et culturelle de la région. Cette ouverture contribue à un échange constant entre différentes traditions. En dépit des périodes de troubles liées à des révoltes internes ou des rivalités au sein de la cour, la durée remarquable de la dynastie Han montre une résilience remarquable. Ses institutions, sa culture et son influence perdurent bien au-delà de sa chute officielle, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la Chine. C'est en ce sens que cette période est souvent considérée comme la matrice du monde chinois classique. Ainsi, la dynastie Han offre un témoignage précieux d'une civilisation qui, en s'appuyant sur des fondements solides, a su évoluer de manière harmonieuse et progressive. Son héritage envahit non seulement le domaine politique et social, mais aussi les arts, les sciences, la philosophie et la religion, enrichissant profondément la mémoire collective et la conscience historique de la Chine. Chaque aspect de cette époque
révèle une attention portée à l'équilibre entre innovation et respect des traditions, ce qui lui confère une singularité souvent admirée par les historiens. L'étude de cette période invite à comprendre comment des institutions peuvent façonner une culture durable et comment un peuple peut s'inscrire dans une continuité sans cesse renouvelée. Cet aperçu de la dynastie Han aidera à mieux saisir la complexité et la richesse de l'histoire chinoise, préparant ainsi le terrain pour l'exploration des temps suivants, où de nouveaux défis et transformations marqueront le paysage politique et culturel de la Chine impériale à travers les siècles. Influence philosophique et religieuse. Depuis les origines de la civilisation chinoise, les idées philosophiques et religieuses ont profondément influencé la société, façonnant une culture riche et complexe. Parmi les courants majeurs, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme occupent une place essentielle. Chacun de ces systèmes a contribué à définir les valeurs, les pratiques et la vision du monde qui ont perduré durant des siècles en Chine. Le confucianisme, fondé par Confucius au VIe siècle avant notre ère, insiste sur l'importance de la moralité, de la hiérarchie et du respect des rites. Son enseignement privilégie l'harmonie sociale et familiale, prônant des relations ordonnées entre souverains et sujets, père et fils, maître et disciple. Cette doctrine a servi de cadre à l'organisation politique et éducative, devenant une sorte de guide éthique pour les élites dirigeantes et les fonctionnaires. Parallèlement, le taoïsme, attribué à Laozi, propose une approche différente et complémentaire. Plus orienté vers la nature et le cosmique, ce courant valorise la simplicité, le non-agir et l'adaptation fluide au changement du monde. Le taoïsme invite à une contemplation tranquille de l'univers, cherchant l'équilibre entre le yin et le yang, deux forces opposées mais complémentaires. Cette philosophie a encouragé un respect profond pour la nature, ainsi qu'un mode de vie détaché des conventions rigides. Le bouddhisme, arrivé en Chine par la route de la soie environ au 1er siècle de notre ère, a progressivement intégré la pensée locale tout en offrant une perspective nouvelle sur la souffrance et le chemin vers la libération. Ces enseignements mettent en avant l'impermanence, la vacuité et la compassion universelle. Adapté aux particularités chinoises, le bouddhisme a donné naissance à différentes écoles, influençant l'art, la littérature et même la politique, en proposant des voies spirituelles diverses tout en enrichissant le dialogue intellectuel. Ces trois grandes traditions n'ont pas évolué isolément. Elles ont souvent été en interaction, se complétant ou se confrontant selon les époques. Le confucianisme structure la vie sociale et politique. Le taoïsme inspire la recherche de l'harmonie cosmique et le bouddhisme apporte une dimension spirituelle et réflexive. Ensemble, elles constituent un triptyque qui éclaire non seulement la pensée chinoise, mais aussi les pratiques religieuses, les rites et les visions du monde. Durant la dynastie Han, environ 200 ans avant notre ère, le confucianisme s'est institutionnalisé comme idéologie officielle de l'État. Les examens impériaux fondés sur les classiques confucéens ont formé les cadres administratifs, garantissant ainsi la perpétuation de ces idées. Parallèlement, le taoïsme connaît un développement important, notamment à travers des textes fondateurs comme le Tao Te Ching. Le lien avec la médecine traditionnelle et l'alchimie témoigne de son influence sur la culture matérielle et spirituelle. Au fil des siècles, le bouddhisme s'est adapté au contexte chinois, donnant lieu à des écoles telles que le Shan, plus tard connu sous le nom de Zen au Japon, qui met l'accent sur la méditation et l'expérience directe. Cette école a marqué profondément la vie monastique et la pensée esthétique, tout en participant à un échange culturel dynamique. Le bouddhisme a aussi joué un rôle clé dans la diffusion de la compassion et de la pratique de la charité. Les cérémonies ancestrales, auxquelles le confucianisme accorde une importance capitale, sont un autre exemple de l'interpénétration de ces traditions. Elles renforçaient les liens familiaux et le respect envers les générations passées, inscrivant chaque individu dans une chaîne de valeurs partagées. Le taoïsme et le bouddhisme ont apporté leurs propres rituels, contribuant ainsi à la richesse du patrimoine culturel chinois. Au-delà de la philosophie et de la religion, ces influences ont modelé le paysage intellectuel. Les érudits chinois ont élaboré des traités, édité des textes canoniques et tenu des débats qui ont duré des siècles. Leur rigueur méthodologique et leur souci de cohérence témoignent d'une quête continue de compréhension et d'équilibre. Ces discussions
ont aussi permis de maintenir un dialogue entre tradition et innovation. Dans la vie quotidienne, la coexistence de ces courants permettait de répondre à diverses aspirations humaines. Le confucianisme offrait des règles claires pour la société, le taoïsme une voie pour retourner à l'essentiel de la nature, et le bouddhisme un refuge pour le questionnement spirituel et la quête de délivrance. Cette pluralité a contribué à la résilience et à la richesse culturelle de la Chine. Les textes fondateurs, tels que les Entretiens de Confucius, le Dao de Jing ou les sutras bouddhistes, continuent d'être étudiés et médités dans la Chine contemporaine. Leur transmission est assurée dans les écoles et les temples, illustrant un héritage vivant. Ces idées ne sont pas figées, elles évoluent, s'adaptent aux nouveaux contextes tout en gardant leur essence. L'influence de ces philosophies s'observe aussi dans l'art chinois, notamment dans la peinture, la poésie et la calligraphie. Chaque courant a inspiré des motifs symboliques et des thématiques spécifiques, l'harmonie sociale confucéenne, l'universalité taoïste et la transcendance bouddhiste. Ces expressions artistiques constituent un riche patrimoine reflétant la complexité de la pensée chinoise. Cette exploration montre que la Chine ne peut se comprendre pleinement sans saisir le rôle central de ces traditions. Elles forment un réseau d'idées et de pratiques qui, ensemble, ont structuré l'éducation, la politique, la spiritualité et la vie culturelle. En cela, elles représentent une dimension fondamentale de l'histoire de ce pays. La prochaine étape invite à examiner comment ces influences philosophiques et religieuses ont traversé les différentes dynasties, impactant les systèmes de gouvernance, les réformes sociales, ainsi que les rencontres avec d'autres cultures. Cette continuité et transformation enrichissent encore davantage le récit historique de la Chine, les dynasties médiévales et le commerce international. Les dynasties Tang et Song représentent parmi les périodes les plus fascinantes de l'histoire de la Chine médiévale, caractérisée par une prospérité économique exceptionnelle et un riche développement culturel. Durant la dynastie Tang, qui s'étend approximativement du 7e au 10e siècle, la Chine s'affirme comme une puissance influente sur le plan régional et même au-delà. Cette époque est marquée par une centralisation efficace du pouvoir, une administration structurée et une ouverture aux échanges internationaux. Ces facteurs contribuent à la stabilisation et à la croissance de la société chinoise, à la fois urbain et rural. Les villes, en particulier la capitale Chang'an, deviennent des centres dynamiques où convergent marchands, fonctionnaires, intellectuels et artistes. Cette métropole est réputée pour sa taille et sa diversité, accueillant des visiteurs venus de nombreux pays, ce qui favorise une circulation culturelle et commerciale active. Le commerce international connaît un essor sans précédent pendant la période Tang. Les échanges avec l'Asie centrale, l'Inde, le Moyen-Orient et même certaines parties de l'Europe s'intensifient, grâce notamment aux routes terrestres comme la célèbre route de la soie, mais aussi par voie maritime à travers la mer de Chine, méridionale. Cette ouverture commerciale introduit une grande variété de produits dans l'Empire, soie, thé, porcelaine, épices, pierres précieuses, parfums et autres marchandises rares deviennent accessibles, contribuant à la richesse des élites comme à l'épanouissement d'une classe moyenne urbaine. L'administration impériale joue également un rôle essentiel en favorisant la sécurité des routes commerciales et en édictant des réglementations pour protéger le commerce et les artisans. Ainsi, les marchés s'organisent et les foires deviennent des événements réguliers où se mêlent à pratiques économiques, échanges sociaux et culturels. La dynastie Song, qui succède à la Tang du Xe au XIIIe siècle, perpétue et amplifie ces dynamiques de croissance et de prospérité. En particulier, cette période s'est connue pour ses avancées technologiques et son développement urbain remarquable. Contrairement à la Tang, la Song fait face à des défis militaires, mais elle compense par une innovation remarquable dans plusieurs domaines. La métallurgie du fer connaît une amélioration significative grâce à l'utilisation accrue du charbon, augmentant la production et la qualité des outils, ainsi que des armes. Cette révolution technologique soutient à la fois l'agriculture, qui devient plus productive, et l'artisanat. Par ailleurs, l'utilisation du papier-monnaie introduit à cette époque témoigne d'une sophistication économique importante. Il s'agit d'un système monétaire novateur qui facilite les transactions commerciales à grande échelle et favorise l'expansion des échanges, notamment entre les différentes régions de l'Empire. Les villes sous la dynastie Song connaissent une transformation profonde.
elles s'agrandissent et s'organisent en véritables centres culturels et économiques. Kaifeng, puis Hangzhou, illustrent cette effervescence urbaine. Ces villes offrent une multitude de services, des marchés variés, des établissements de plaisance, ainsi que des espaces pour les échanges intellectuels. La population urbaine dépasse souvent 1 million d'habitants, ce qui témoigne d'une remarquable densité pour l'époque. L'essor des classes marchandes influence aussi la scène culturelle. La poésie, la peinture, la calligraphie et la musique bénéficient d'un nouveau souffle. Les mécènes issus de la bourgeoisie urbaine soutiennent de nombreux artistes, ce qui élargit le champ des productions et des innovations dans les arts visuels et littéraires. Les échanges internationaux durant la période Song profitent des avancées dans la navigation. Les inventions, telles que la boussole magnétique, améliorent la sécurité et la précision des voyages en mer. Le commerce maritime devient un vecteur essentiel de prospérité, notamment à travers le port de Quanzhou, qui s'impose comme un carrefour incontournable dans les relations commerciales avec l'Asie du Sud-Est, le monde arabe et même l'Afrique de l'Est. Le commerce maritime favorise non seulement l'intensification des échanges de marchandises, mais aussi la diffusion des idées, des techniques et des croyances. Les communautés étrangères établies dans les ports chinois apportent une diversité culturelle enrichissante, renforçant les liens entre les mondes distants. L'économie agraire, bien que concurrencée par l'essor des villes, reste fondamentale. Les innovations agricoles, comme la culture du riz à croissance rapide et la diversification des cultures, assurent une alimentation suffisante pour une population en croissance. Ces progrès permettent également la mobilisation de surplus qui alimentent les marchés urbains et internationaux. Les relations entre zones rurales et urbaines s'intensifient, incarnant une société interdépendante et dynamique. La classe paysanne, bien que souvent tenue à l'écart des élites politiques, joue un rôle crucial dans la stabilité économique globale de l'Empire. Sur le plan culturel, la diffusion du bouddhisme, du confucianisme renouvelé et du taoïsme façonne la pensée et les pratiques sociales. La philosophie néo-confucianiste prend de l'importance, influençant profondément la formation des élites gouvernantes, notamment à travers le système des examens impériaux. Ce système mérite une attention particulière puisqu'il permet une certaine mobilité sociale fondée sur le mérite, au lieu des seuls privilèges héréditaires. Ainsi, les intellectuels deviennent des acteurs clés dans la gouvernance et la transmission des savoirs, participant activement à la pérennité de l'Empire. Les innovations artistiques de cette période reflètent une quête d'équilibre entre tradition et modernité. En peinture, l'accent est mis sur des thèmes tels que la nature et les paysages, avec une attention aux détails et à la subtilité des nuances. Ce style reflète aussi une vision du monde où l'homme et le cosmos sont intimement liés. La littérature évolue avec l'apparition de nouveaux genres comme le roman, qui gagne en popularité grâce à la diffusion croissante de l'imprimerie. Cette dernière représente en soi une avancée majeure. La technique du bois, gravé, permet la reproduction en série d'ouvrages, rendant la culture plus accessible et favorisant une circulation plus large des idées. Le développement économique et culturel, sous les Tang et Song, a donc des répercussions durables. Ces différentes dynasties posent les bases d'une civilisation chinoise plus ouverte et connectée au reste du monde. Leurs réalisations en matière de commerce et d'art inspirent encore aujourd'hui un regard attentif sur cette période, reconnue pour son équilibre précieux entre prospérité matérielle et richesse intellectuelle. Ce passage de l'histoire de la Chine médiévale nous conduit naturellement à explorer ensuite les dynasties suivantes, notamment celle des Yuan, où les échanges culturels et politiques prennent encore une nouvelle dimension sous l'impulsion de conquérants venus de territoires lointains. L'apogée culturelle sous les Yuan et les Ming. Les dynasties Yuan et Ming représentent des périodes marquantes dans l'histoire de la Chine, chacune illustrant une transformation significative du paysage politique, social et culturel. La dynastie Yuan s'installe au pouvoir grâce à l'expansion des Mongols au XIIIe siècle, bouleversant l'ordre traditionnel chinois. Fondée par Kubilai Khan, cette dynastie introduit une gouvernance qui associe l'autorité mongole aux méthodes administratives chinoises, créant un modèle hybride. Cette combinaison joue un rôle essentiel dans la stabilisation du vaste empire et dans l'intégration des divers groupes ethniques et cultures qui le composent. Sur le plan social,
la domination mongole favorise un certain cosmopolitisme. La diversité des peuples réunis sous l'égide des Yuan facilite un échange culturel inédit. Les routes commerciales, notamment la célèbre route de la soie, sont sécurisées et encouragent le commerce avec l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe. Cette ouverture stimule le transfert de connaissances, notamment en astronomie, en médecine et en technologie. Ainsi, la Chine devient un carrefour pour les échanges orientaux et occidentaux, contribuant à son dynamisme intellectuel. Par ailleurs, le système administratif mis en place pendant cette période reflète une organisation rigoureuse. Les Mongols favorisent l'usage du mongol comme langue officielle, tout en conservant le mandarin pour les affaires internes. Ils instaurent un classement juridique qui privilège les Mongols et autres non-chinois, créant ainsi une hiérarchie sociale particulière qui influence la société pendant plusieurs décennies. Cette politique engendre des tensions, principalement avec la population Han, mais permet également d'asseoir une stabilité politique relative. Quant à l'art sous les Yuan, malgré un contexte politique souvent perçu comme instable, il connaît un développement notable. La peinture de paysage, héritée des traditions précédentes, se renouvelle à travers de nouvelles techniques influencées par les échanges interculturels. Des artistes comme Wang Gongwang ou Wu Zhen illustrent cette époque en mêlant la calligraphie à des compositions minimalistes, offrant une vision épurée et contemplative de la nature. Ces œuvres participeront à la formation de bases artistiques durables pour les générations futures. À la fin du XIVe siècle, la dynastie Ming succède à la dynastie Yuan, marquant un retour au pouvoir Han traditionnel. Cette période est caractérisée par une reconstruction politique forte sous l'impulsion de l'empereur Hongwu. Celui-ci met fin à la domination mongole et cherche à renforcer l'autorité impériale en réduisant le pouvoir des nobles et en réorganisant l'administration. La centralisation du pouvoir va de pair avec une redéfinition des relations entre la capitale et les provinces, favorisant une meilleure gestion du territoire. Sur le plan économique, la Chine Ming voit une expansion agricole encourageant le peuplement et le développement des campagnes. Les innovations agricoles, telles que l'introduction de nouvelles variétés de riz, permettent une augmentation des rendements. Parallèlement, le commerce intérieur et extérieur est intensifié, avec des progrès dans la construction navale et la navigation. Cela favorise notamment les expéditions maritimes de l'amiral Zheng He, qui renforce l'influence chinoise en Asie du Sud-Est et dans l'océan Indien, témoignant d'une ouverture tout en modérant les contacts avec l'Occident. Culturellement, la Renaissance sous les Ming se manifeste par un éclat retrouvé dans les arts et la littérature. Il s'agit d'une période de grande production littéraire, avec la diffusion de romans populaires et d'essais sur la philosophie et la politique. La littérature imprime une volonté de renforcer l'identité culturelle chinoise en valorisant les histoires traditionnelles tout en intégrant des réflexions contemporaines. Sur le plan artistique, la porcelaine de Jingdezhen atteint des sommets, devenant un symbole de raffinement et d'excellence artisanale recherchée dans le monde entier. La dynamique sociale sous les Ming est caractérisée par un renforcement de la classe des lettrés, qui joue un rôle central dans l'administration et la diffusion des savoirs. Les examens impériaux sont systématisés et sélectifs, consolidant une bureaucratie compétente et attachée aux principes confucéens. Cette stabilité sociale contribue à la paix intérieure et à la prospérité, bien que la rigidité du système crée également des tensions liées aux inégalités et au contrôle politique. Ces enjeux annoncent des défis pour les époques suivantes. Les transformations politiques, sociales et culturelles de ces deux dynasties montrent une évolution continue de la Chine en tant qu'entité politique forte et culturellement influente. Elles témoignent également de la capacité du pays à intégrer des influences extérieures, tout en préservant un noyau identitaire solide. Ce double mouvement d'ouverture et de conservation constitue une clé pour comprendre le développement chinois et son impact durable sur l'histoire mondiale. Ces empreintes seront visibles dans les dynasties suivantes, apportant de nouveaux aspects à l'histoire complexe de cette nation. Ainsi, la période des Yuan et des Ming ouvre la voie à une Chine à la fois diverse, en transformation et profondément ancrée dans ses traditions. La réflexion sur ces dynasties permet de saisir l'essence d'une société en mutation, où le pouvoir, la culture et la société se répondent dans un mouvement continu. Les leçons de cette époque nous invitent à considérer les forces dynamiques qui façonnent les civilisations.
toujours en dialogue avec le passé et le présent. Nous prolongerons cette exploration dans la suite de notre récit, en abordant l'évolution des institutions et des idées à l'époque suivante. La dernière dynastie Qing et les défis modernes. La dynastie Qing, qui régna sur la Chine pendant presque 3 siècles, fut confrontée à des défis majeurs durant son dernier siècle. Cette période fut caractérisée par une tension permanente entre la volonté de préserver les traditions millénaires et la nécessité d'adopter des réformes pour répondre à un monde en transformation rapide. Les pressions extérieures exercées par les puissances coloniales occidentales, conjuguées aux troubles internes, illustrèrent la complexité de cette phase cruciale de l'histoire chinoise. Au début du XIXe siècle, l'Empire Qing conservait encore une structure sociale et politique héritée de dynasties antérieures, fondée sur un gouvernement impérial centralisé et une administration bureaucratique rigoureuse. Toutefois, l'arrivée massive des puissances étrangères, avides de commerce et d'influence, confronta la Chine à des défis inattendus. Les conflits les plus marquants furent sans doute les guerres de l'opium, initiées par la Grande-Bretagne pour imposer le commerce illégal du pavot. Ces guerres aboutirent à des défaites humiliantes pour la Chine et à la signature de traités inégaux, qui ouvrirent ses ports et sa souveraineté à des influences étrangères étendues. Face à ces humiliations, certains membres de l'élite Qing prirent conscience de la nécessité d'initier des réformes. Le mouvement nommé la auto-rénovation symbolisa cet effort. Il s'agissait de préserver l'essence culturelle chinoise tout en adoptant des techniques et technologies occidentales. On créa ainsi des arsenaux modernes, des écoles pour l'étude des sciences et des langues étrangères, ainsi que des infrastructures modernes pour renforcer le pays. Cependant, les résistances au sein de la cour impériale et des mandarins conservateurs limitèrent l'étendue et la rapidité de ces transformations. Parallèlement aux efforts de modernisation, la Chine interne connut de violents soulèvements. La révolte des Taiping, qui s'étendit de 1847 à 1874, fut un des conflits les plus dévastateurs. Ce mouvement millénariste, inspiré par une forme de christianisme hétérodoxe, prôna l'abolition de la propriété privée et une restructuration radicale de la société. Malgré sa répression brutale, il illustre le malaise profond au sein de la population face à la corruption et à la stagnation. Vers la fin du XIXe siècle, la Chine tenta une série de réformes plus larges connues sous le nom de 100 jours de réformes. Sous l'impulsion d'intellectuels éclairés et de certains membres de la cour, ces réformes visaient à moderniser l'éducation, la bureaucratie et même l'armée. Elles introduisirent des institutions scolaires modernes et prirent des mesures pour limiter les privilèges traditionnels. Cependant, ces initiatives furent brusquement interrompues par un coup d'État conservateur. L'impératrice veuve Cixi, figure emblématique de l'opposition au changement rapide, retourna au pouvoir et restaura une politique plus conservatrice, freinant ainsi les avancées. Le passage au XXe siècle amplifia encore les tensions. La pression croissante des puissances étrangères continuait de diviser le pays, alors que de nouvelles formes de nationalisme et de patriotisme commençaient à germer. La guerre sino-japonaise de 1889, qui opposa la Chine au Japon récemment modernisé, se solda par une défaite chinoise lourde de conséquences. Cette défaite prouva la nécessité d'une modernisation bien plus profonde, notamment dans le domaine militaire. Elle accentua également la remise en question de la dynastie Qing, perçue comme incapable de défendre la patrie. Ces bouleversements préparèrent le terrain pour la montée des mouvements révolutionnaires. Parmi eux, le Kuomintang, fondé par Sun Yat-sen, prôna l'établissement d'une république démocratique et la fin du système impérial. La dynastie Qing, affaiblie par une succession d'échecs politiques et militaires, finit par s'effondrer en 1911, mettant ainsi un terme à plus de 2000 ans d'empire. Cette fin du régime impérial fut moins brutale qu'on pourrait l'imaginer. Certaines coopérations et certains accommodements avec les nouveaux pouvoirs émergents eurent lieu, et quelques réformes dégagèrent la voie vers la modernité. Malgré cela, la transition fut complexe et marquée par des luttes internes, y compris des guerres civiles ultérieures. La Chine du début du XXe siècle est donc le résultat direct de ce long processus de confrontation entre tradition et modernité, entre conservatisme et réforme. L'analyse de cette période de la dynastie Qing montre combien l'histoire de la Chine est une histoire de continuité aussi bien que de rupture.
Le soin apporté à la transmission de la culture traditionnelle n'empêcha pas une évolution inévitable vers de nouvelles formes de gouvernance et de société. Il est remarquable de constater la capacité d'adaptation de ce peuple face aux forces multiples qui l'ébranlèrent. Cet équilibre fragile entre respect des racines et besoin de changement a profondément marqué le visage de la Chine contemporaine. Ainsi s'achève ce regard mesuré sur la dernière dynastie impériale. Il laisse la place à l'exploration de la période républicaine et des transformations accélérées qui conduisirent la Chine à sa situation actuelle, marquée par un équilibre complexe entre héritage historique et modernité imposée. Cette histoire riche et dense invite à poursuivre la réflexion sur les dynamiques qui ont façonné l'Asie et le monde dans un siècle en mouvement permanent. Les débuts de la Chine républicaine. La fin de la dynastie Qing marque un tournant décisif dans l'histoire de la Chine, annonçant une période de bouleversement profond et de transformation. Cette dynastie, qui avait régné pendant plus de 2 siècles, commençait à montrer des signes d'usure face aux pressions intérieures et extérieures. Les guerres de l'opium, les traités inégaux imposés par les puissances occidentales, ainsi que la montée des mouvements réformateurs, faisaient éclater lentement l'ordre ancien. Le déclin du pouvoir impérial s'accéléra au tournant du XXe siècle avec les révoltes populaires et l'éveil des idées républicaines. Sun Yat-sen, malgré son exil et ses difficultés, devint une figure centrale grâce à ses efforts pour unifier les forces révolutionnaires sous un idéal commun. La révolution de 1911 entraîna la chute officielle de la dynastie Qing en février, mettant fin à plus de 2000 ans de monarchie impériale. La naissance de la République de Chine fut cependant tout sauf un processus linéaire ou pacifique. De nombreux défis surgissaient dans la construction d'un État moderne à partir d'un territoire vaste et diversifié. Les ambitions régionales, le pouvoir résiduel des seigneurs de guerre et les influences étrangères fragilisaient la cohésion nationale. La République naissante devait jongler avec ces forces tout en essayant d'instaurer un régime stable et démocratique. Les premières années de la République furent marquées par des luttes incessantes pour le contrôle politique et par une instabilité chronique. Yuan Shikai, un général puissant et ancien fonctionnaire impérial, prit le pouvoir en 1912, tentant d'imposer une autorité centralisée. Sa volonté de se proclamer empereur provoqua une forte opposition et précipita son rapide déclin, plongeant le pays dans un vide institutionnel. Parallèlement, les idées politiques se multipliaient. La diffusion du nationalisme, les influences du socialisme et les réflexions sur le modèle occidental alimentaient les débats dans les milieux intellectuels et populaires. Cette époque vit également la montée des mouvements paysans et ouvriers qui réclamaient des réformes sociales et économiques pour améliorer leurs conditions de vie. La société chinoise connaissait de profondes mutations sous l'effet des contacts avec l'extérieur et des tensions internes. La modernisation touchait les infrastructures, l'éducation et l'industrie, mais restait inégale selon les régions. L'élite urbaine s'ouvrait aux nouvelles idées, alors que les campagnes, majoritaires, restaient attachées à leurs traditions. Cette dualité renforçait les difficultés de mise en œuvre d'une politique cohérente à l'échelle nationale. Le rôle des puissances étrangères ne doit pas être sous-estimé. États-Unis, Japon, Royaume-Uni et autres nations européennes intervenaient dans les affaires chinoises, souvent en rivalisant pour leur influence et leurs intérêts économiques. Ces interventions, parfois violentes ou sournoises, contribuaient à alimenter le sentiment patriote tout en sapant la souveraineté nouvelle. Durant cette période, l'éducation devint un enjeu crucial. La réforme scolaire visait à créer une jeunesse instruite, capable de porter les idéaux républicains et les compétences techniques nécessaires au développement du pays. De nombreuses écoles furent ouvertes, introduisant des programmes inspirés des modèles occidentaux, mais souvent adaptés à la culture chinoise. Le secteur économique faisait face à un redémarrage laborieux. L'industrialisation, bien que présente dans certaines régions côtières, restait embryonnaire et limitée par le manque d'infrastructures avancées. L'agriculture, toujours prépondérante, se modernisait lentement, avec l'introduction progressive de techniques améliorées et la diversification des cultures. En politique, l'influence des assemblées locales se renforçait, symbolisant une tentative de décentralisation et d'appropriation populaire du pouvoir. Toutefois, ces institutions restèrent fragiles face aux rivalités entre factions
et à la persistance des intérêts privés. La constitution provisoire adoptée en 1911 posa des bases, mais ces principes ne purent être pleinement appliqués. Les conflits de militaires continuaient d'émailler ces années, tant internes que frontaliers. Les affrontements entre factions rivales, les soulèvements populaires et les interventions armées étrangères créaient un climat d'insécurité permanent, freinant les projets de développement national. Cette instabilité fut un obstacle majeur pour la consolidation de la République. La question des droits des femmes commençait à émerger dans le débat public. Des voix nouvelles réclamaient l'égalité et la fin de pratiques telles que le pied bandé. Même si le changement était lent, ces revendications marquaient un progrès important dans la modernisation sociale. Plusieurs figures féminines s'imposèrent comme symboles de ces évolutions. Pendant cette période, la Chine continua de se confronter à son héritage culturel millénaire tout en intégrant des idées novatrices. Le confucianisme, longtemps dominant, fut réévalué face aux exigences d'un monde en mutation. Les intellectuels cherchaient un équilibre entre tradition et modernité pour guider la nation vers un avenir stable. Les arts et la littérature vécurent aussi une transition. La diffusion de la langue vernaculaire dans l'écriture permit une expression plus accessible et une meilleure communication des idées. Cette révolution culturelle accompagna l'émergence d'une conscience nationale plus large, préparant le terrain aux mouvements sociaux qui allèrent suivre. La diplomatie connut des moments délicats dans cette séquence historique. La reconnaissance internationale de la République fut tardive et incomplète, certains pays conservant leurs relations avec les anciens pouvoirs. Cela affectait la position de la Chine sur la scène mondiale, nécessitant des efforts diplomatiques soutenus pour affirmer sa place. Le rôle de Sun Yat-sen demeura central malgré ses péripéties. Il incarna l'espoir d'unifier la Chine sous un régime républicain fondé sur des principes modernes. Ses idées, comme le nationalisme, la démocratie et le bien-être populaire, restèrent des repères essentiels pour les générations futures. Sa mort, survenue trop tôt, renforça le mythe autour de son héritage. Malgré les difficultés, ce début de république posa les jalons d'une transition longtemps attendue. Il permit la fin de la domination impériale et l'ouverture vers de nouvelles formes de gouvernance. La complexité du processus illustre les défis rencontrés dans tout projet de transformation profonde en un pays de grande taille. Ainsi, cette époque constitue un moment charnière où la Chine s'engagea dans la voie de la modernité. Bien que les obstacles demeuraient nombreux, les efforts pour construire un État-nation fonctionnel, avec ses contradictions et ses espoirs, peuvent être considérés comme le prélude aux événements majeurs du XXe siècle qui allaient redéfinir le paysage géopolitique asiatique. Cette narration permet de comprendre comment la Chine républicaine naquit dans un contexte de crise et d'opportunité, où les forces anciennes et nouvelles s'entrechoquaient. Le calme relatif de ce récit masque cependant la complexité et les tensions sous-jacentes qui caractérisèrent cette période de reconstruction. L'attention portée aux changements sociaux nous éclaire sur la façon dont la population évoluait face à des transformations multiples. La coexistence entre modernisation et tradition, entre ordre et chaos, offre une perspective riche sur les dynamiques historiques qui façonnèrent l'identité chinoise. Les instabilités politiques, bien qu'importantes, ne purent empêcher l'apparition d'un sentiment national renouvelé. Ce dernier joua un rôle crucial pour maintenir une certaine cohésion et préparer le pays à affronter les crises futures, sans perdre ses fondements les plus essentiels. En somme, les débuts de la Chine républicaine illustrent la complexité de toute transition majeure, où les avancées peuvent côtoyer les reculs. Ce récit, au rythme mesuré, invite à porter un regard informé sur cette période souvent méconnue, tout en soulignant ses implications durables. Ce panorama historique s'achève en laissant place à la période suivante, caractérisée par de nouveaux défis et mutations à travers lesquels la Chine poursuivra sa quête d'identité et de stabilité. La Chine contemporaine et son évolution au cours du XXe siècle, la Chine a traversé des transformations profondes qui ont façonné le pays que nous connaissons aujourd'hui. Le début du siècle est marqué par la fin de la dynastie Qing, la dernière dynastie impériale qui avait régné pendant plusieurs siècles. Cette période chaotique a conduit à la naissance de la République de Chine en 1911, ouvrant une ère d'instabilité politique et de luttes internes entre les différentes factions. Ces conflits internes se sont prolongés jusqu'aux années 30,
avec l'émergence de partis opposés, notamment le Kuomintang et le Parti communiste chinois. Cette dualité a profondément influencé l'évolution politique et sociale du pays, rendant la période complexe à décrypter. La Seconde Guerre mondiale a également eu un impact majeur sur la Chine. L'invasion japonaise, à partir de 1937, a causé d'immenses souffrances et destructions, tout en renforçant un sentiment nationaliste fort chez la population. Cette période est souvent perçue comme un prix douloureux payé pour l'unité et la souveraineté du pays. Après la guerre, les tensions entre le Kuomintang et le Parti communiste n'ont fait que croître, culminant en 1949 avec la victoire de ce dernier, qui a fondé la République populaire de Chine. Cette victoire a marqué un tournant décisif, initiant une nouvelle ère sous le leadership de Mao Zedong. L'établissement de la République populaire a été suivi d'une série de réformes radicales visant à transformer la Chine d'une société principalement rurale en une nation socialiste moderne. Ces changements incluent la collectivisation des terres et la nationalisation des industries, ainsi que des efforts massifs pour améliorer l'alphabétisation et la santé publique. Cependant, certaines expériences, telles que le Grand Bond en avant, ont eu des conséquences désastreuses, causant des famines et de graves perturbations économiques. Malgré ces difficultés, l'idéologie socialiste a profondément modifié la structure sociale, économique et politique de la société chinoise. Dans les années 60, la révolution culturelle lancée par Mao Zedong a bouleversé les institutions, l'éducation et la vie culturelle. Cette période est souvent décrite comme un moment de chaos, marqué par la lutte contre les 4 vieilleries et une répression sévère. Beaucoup d'intellectuels et de traditions ont été mis à mal, mais cette époque a aussi servi à renforcer le contrôle politique centralisé. Après la mort de Mao en 1969, la Chine a entamé une nouvelle phase de réforme, marquée par l'ouverture du pays aux influences de l'extérieur et une volonté de modernisation économique. À partir de 1978, sous la direction de Deng Xiaoping, la Chine a entrepris une série de réformes économiques majeures. Le passage d'une économie planifiée à un modèle plus ouvert, intégrant des mécanismes de marché, a permis une croissance rapide et soutenue. Les zones économiques spéciales créées dans les régions côtières sont devenues des moteurs de développement, attirant investissements étrangers et technologies. Cette ouverture a transformé le pays en une puissance économique mondiale, tout en conservant un régime politique à parti unique. La modernisation touchait à la fois l'industrie, l'agriculture et les infrastructures, conduisant à une amélioration significative des conditions de vie. Le changement rapide de la société chinoise, combiné à la persistance du contrôle politique, a suscité des tensions parfois visibles, notamment lors des événements de Tiananmen en 1989. Ces événements ont marqué la volonté d'une partie de la population pour plus de liberté politique, face à une réponse gouvernementale ferme. Malgré cela, le gouvernement a poursuivi sa politique de stabilité et de développement économique. Dans les décennies qui ont suivi, la Chine a consolidé sa place sur la scène mondiale, devenant un acteur majeur dans les domaines politiques, économiques et technologiques. D'un point de vue culturel, la Chine a cherché à préserver son héritage tout en intégrant les nouveautés apportées par la modernité. Les traditions millénaires liées à la philosophie, à la calligraphie, à la musique et à la gastronomie continuent d'être célébrées. Parallèlement, l'éducation, la science et les arts contemporains connaissent un essor significatif. La juxtaposition entre respect des racines culturelles et ouverture aux innovations démontre la complexité de l'identité chinoise actuelle, un équilibre entre continuité et changement. Cette dynamique contribue à expliquer la résilience de la culture chinoise face aux nombreux bouleversements qu'a connus le pays. Dans son ensemble, le XXe siècle et le début du XXIe siècle ont donc été marqués par des oppositions et des synthèses, des ruptures souvent suivies de périodes de reconstruction. La Chine contemporaine est ainsi le fruit d'une histoire riche et complexe, où la persistance des valeurs traditionnelles se combine à des ambitions modernes. Le rôle de l'État, la place de la culture et l'évolution économique sont indissociables de la compréhension de cette période cruciale. Ce parcours offre un exemple unique des capacités d'adaptation et de transformation d'une civilisation ancienne, confrontée aux défis du monde globalisé. Ce passage à l'ère actuelle ouvre naturellement la voie à l'exploration des politiques
des innovations et des défis sociaux auxquels la Chine fait face aujourd'hui. La continuité de son histoire ancienne se manifeste toujours dans les débats contemporains, où les enjeux d'identité, de développement durable et de relations internationales prennent une importance croissante. Dans le prochain chapitre, cette réflexion sera approfondie en examinant plus en détail la Chine du XXIe siècle et son positionnement dans un contexte mondial en mutation constante. La richesse du patrimoine chinois, entre tradition et modernité, la Chine, pays aux racines profondément ancrées dans l'histoire, offre une richesse culturelle et historique qui s'étend sur plusieurs millénaires. Depuis les premières dynasties qui ont façonné son territoire jusqu'à la société contemporaine, le récit de cette nation révèle un équilibre fascinant entre les traditions anciennes et les transformations modernes. En effet, comprendre cette histoire permet de saisir les fondations mêmes de la Chine actuelle. Les premières traces d'une civilisation organisée en Chine remontent à plusieurs millénaires avant notre ère. Les vestiges archéologiques, tels que ceux découverts à Bampo, témoignent de sociétés agricoles qui ont su domestiquer le millet et développer l'artisanat autour du 5e millénaire avant notre ère. Cette période néolithique marque le début d'un processus continu d'innovation sociale et technologique, une avancée qui annonce l'émergence de cultures plus complexes. Par la suite, la dynastie Xia, bien que entourée de légendes, est souvent considérée comme la première dynastie véritablement historique, posant les bases politiques et administratives de l'Empire chinois. Elle est suivie par la dynastie Shang, qui a laissé derrière elle des témoignages écrits sous forme d'ossements divinatoires calligraphiés, attestant d'un système de croyance et d'un usage précoce de l'écriture. Cette étape marque une étape cruciale dans le développement de l'identité culturelle chinoise. La dynastie Zhou, installée plusieurs siècles plus tard, étend significativement l'influence politique et culturelle du territoire. Elle institue des structures administratives fondamentales qui perdureront dans le temps. Durant cette époque, les penseurs confucianistes, taoïstes et légalistes ébauchent les grands principes qui influenceront la pensée et la gouvernance chinoise pendant des siècles. Ces philosophies, en prônant l'harmonie sociale, la morale et le respect des anciens, jouent un rôle central dans la consolidation de la société impériale. Au cours des siècles suivants, la Chine voit s'enchaîner plusieurs dynasties majeures, chacune apportant ses contributions uniques à la culture et à la politique. La dynastie Qin, même si brève, unifie le territoire et ouvre la voie à une administration centralisée, symbole de la puissance impériale. Cette période est également celle de la construction des premières sections de ce qui deviendra la Grande Muraille, dont le rôle principal était la protection contre les invasions venues du nord. La dynastie Han, qui succède à la dynastie Qin, incarne l'âge d'or de l'Empire chinois classique. Elle étend ses frontières, favorise le développement de la route de la soie et voit l'épanouissement des arts, des sciences et de la bureaucratie. L'essor commercial à cette époque favorise un échange intense entre la Chine et d'autres civilisations, tant en Asie qu'au-delà, contribuant à une forme de mondialisation ancienne qui enrichit mutuellement les cultures. Au fil du temps, la Chine a également construit un univers symbolique et artistique remarquable, où la calligraphie, la poésie, la peinture et la musique occupent une place essentielle. Les fêtes traditionnelles, telles que le Nouvel An chinois ou la fête de la Lune, perpétuent un lien vivant entre passé et présent, illustrant la persistance d'un héritage immatériel partagé par des millions de personnes. L'époque des dynasties Tang et Song est particulièrement marquante par son rayonnement culturel et ses innovations techniques. Ces périodes voient s'armer à l'essor du bouddhisme, l'invention de la boussole et de l'imprimerie, ainsi que de nombreuses avancées dans les domaines de la médecine et de l'agriculture. L'intensité intellectuelle et artistique de ces siècles a laissé une empreinte durable, inspirant non seulement la Chine, mais aussi d'autres civilisations. Au contraire, les périodes de turbulence et de division, telles que les invasions étrangères aux alentours du XIIIe siècle et l'établissement de la dynastie Yuan par les Mongols, montrent la capacité d'adaptation et de résilience de la Chine. Ces moments, parfois difficiles, ont vu la cohabitation de différentes cultures et l'intégration de nouveaux éléments dans le tissu social chinois. La suivante grande étape de l'histoire chinoise, la dynastie Ming, est caractérisée par un renforcement du pouvoir central et une revitalisation des arts.
Cette période est notamment célèbre pour la construction de la cité interdite à Beijing et la poursuite de l'expansion maritime, notamment à travers les voyages de l'amiral Zheng He, qui a symbolisé l'ouverture sur le monde tout en consolidant l'identité nationale. Au XIXe siècle, la Chine est confrontée aux défis de la modernité, aux pressions coloniales et aux révoltes internes qui caractérisent la fin de l'empire impérial. Ces bouleversements mènent à la chute de la dynastie Qing au début du XXe siècle et à l'établissement d'une république. Cette transition complexe illustre le passage entre une Chine traditionnelle et une Chine désirant s'adapter aux transformations mondiales. Le XXe siècle est marqué par des événements majeurs qui ont profondément modifié le visage social et politique de la Chine. La proclamation de la République populaire en 1949 inaugure une ère nouvelle, centrée sur le développement économique et social. Malgré les défis, ce siècle voit une accélération rapide de la modernisation, tout en cherchant à préserver un certain héritage culturel. Dans ce contexte, l'équilibre entre tradition et modernité demeure un enjeu fondamental. La Chine contemporaine, en pleine croissance économique et technologique, consacre de nombreux efforts à la valorisation de son patrimoine. Musées, restauration de monuments historiques, promotion des arts traditionnels et célébration des fêtes ancestrales sont autant de moyens employés pour maintenir vivant ce lien avec le passé. L'importance de ce patrimoine historique et culturel ne se limite pas à une simple nostalgie. Il représente une source d'identité collective, de cohésion sociale et d'inspiration. Les valeurs transmises puis à travers les siècles, comme le respect de la famille, la recherche de l'harmonie et l'attachement à l'éducation, résonnent encore dans la Chine d'aujourd'hui, participant à la construction d'une société dynamique et ouverte sur le monde. Ainsi, le récit de la Chine ne peut être réduit à une succession d'événements ou à une collection de faits isolés. Il s'agit d'un fil continu où se mêlent légende et réalité, où chaque période enrichit la précédente tout en préparant l'avenir. Cette riche complexité offre une perspective apaisante, montrant que la modernité n'efface pas les traditions, mais les transforme, les intègre et les renouvelle. Dans cet esprit, l'étude de cette histoire invite à contempler la manière dont un peuple a su conjuguer en permanence ses racines les plus anciennes avec les exigences du temps présent. La Chine propose ainsi un exemple singulier d'équilibre, où le passé ne constitue pas un fardeau, mais un fondement solide pour avancer, en harmonie avec les aspirations contemporaines. Ce voyage à travers l'histoire millénaire de la Chine ouvre la voie à une compréhension nourrie et calme, propice à la réflexion paisible que permettent les instants de repos. La transition vers la prochaine exploration approfondira les aspects culturels et sociaux qui sculptent encore aujourd'hui cette civilisation fascinante.